Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'immerge dans un lieu qui fascine autant qu'il dérange, la forêt d'Aokigahara, Jukai, au pied du mont Fuji. Bonjour. Oui, un lieu vraiment à double visage. C'est ça. D'un côté, on a une merveille naturelle, une forêt primaire, pleine de vie, classée monument national, même patrimoine mondial. Et de l'autre, cette réputation, ce lieu chargé de légendes sombres, connu partout sous le nom de forêt des suicides. Exactement. Et c'est justement tout l'intérêt des sources qu'on a. L'objectif, c'est vraiment de démêler le vrai du faux. De séparer les faits de la fiction. Voilà. Comprendre comment ces deux réalités peuvent coexister. On va explorer sa nature, depuis sa naissance géologique jusqu'à l'origine de cette réputation. C'est un peu une archéologie culturelle. J'aime beaucoup cette idée d'archéologie. Alors commençons par le commencement, le côté lumineux, celui qu'on trouverait dans un guide touristique. Mhm. Les documents décrivent une forêt assez jeune finalement, à peine 1200 ans. Oui, née d'une éruption volcanique. Et on parle d'une atmosphère presque mystique, avec cette mousse partout, la lumière qui filtre à peine. Ça donne une impression de monde à part, quoi. C'est tout à fait ça. Et ce qui est fascinant, c'est que toute cette vie, elle vient d'un cataclysme. Il faut imaginer la scène en 864. L'éruption du Jogan. Exactement. Une coulée de lave gigantesque, qu'on appelle en japonais Aokigahara Rumabi, a tout inondé sur des kilomètres. Et c'est cette lave, en refroidissant, qui a créé le socle de la forêt. Mais attendez, si ça a poussé directement sur de la lave, comment les arbres font pour survivre? Le sol doit être quasi inexistant. C'est une question clé. Et c'est ce qui rend cet écosystème unique. Le sol est effectivement très, très mince. Donc les racines, les arbres ne peuvent pas enfoncer leurs racines en profondeur, donc ils ont dû s'adapter de manière incroyable. Leurs racines serpentent à la surface de la lave. Ah oui, Elles s'agrippent à la roche. comme des griffes. Elles s'étalent partout à l'horizontale pour chercher la moindre fissure. On doit avoir l'impression que le sol est vivant, avec ce réseau de racines. Mais pour les nutriments, comment ça se passe? La lave, c'est pas très riche. C'est là qu'intervient le deuxième acteur essentiel, la mousse. Elle est partout, c'est vrai. Elle recouvre tout et elle agit comme une éponge géante. Elle capte l'humidité, retient l'eau, accumule les débris et elle crée une fine couche d'humus qui nourrit les arbres. C'est une symbiose parfaite. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'arbres immenses. Justement, avec des racines si peu profondes, ils sont très vulnérables au vent. Dès qu'il y a un typhon, beaucoup tombent. Mais même morts, ils continuent de nourrir la forêt en se décomposant très lentement. C'est un cycle de vie et de mort à ciel ouvert, en fait. Et cette géologie, elle n'a pas créé que ça. Il y a aussi les grottes, non? Oui, la forêt en est truffée. Les plus connues sont la grotte du vent de Fugaku et la grotte de glace de Narusawa. Comment elles se sont formées? C'est un phénomène assez classique. La surface de la coulée de lave a durci, mais en dessous, la lave encore liquide a continué de s'écouler. Ça a laissé des tunnels, des cavités. Et le plus fou, c'est l'usage qu'on en a fait. Les sources parlent de réfrigérateurs naturels. Exactement. Avant l'électricité, c'était une ressource en or. À l'intérieur, il fait 3 degrés Celsius toute l'année, même en pleine canicule. Incroyable! Les gens y stockaient des donnerets et c'était surtout crucial pour l'élevage des vers à soie. On y conservait les œufs pour contrôler leur éclosion. C'était un outil économique essentiel. C'est une vision tellement pratique, tellement vivante de la forêt, à des années-lumière des légendes. Bon, justement, parlons-en. Il faut qu'on s'attaque à la plus célèbre, la boussole qui devient foile. Ah, le grand classique. C'est un mythe tenace, mais qui repose sur une base scientifique, disons, mal interprétée. Ah, il y a quand même un fond de vérité, ouais. Un tout petit. La roche volcanique contient de la magnétite, un minéral qui est très magnétique. Donc oui, si vous posez votre boussole directement sur un rocher, l'aiguille va bouger. D'accord. C'est juste de la physique. Mais l'image qu'on a, celle de l'aiguille qui tourne en rond dès qu'on entre dans la forêt, ça c'est de la pure fiction. Si vous tenez votre boussole normalement à hauteur de poitrine, elle fonctionne parfaitement. L'influence est trop faible. Les sources sont claires. Même l'armée japonaise s'y entraîne avec des boussoles standards. Mythe démonté donc. Dans le même genre, il y a cette idée qu'une fois qu'on y entre, on ne peut plus en sortir, comme si la forêt vous piégeait. Alors ça, le risque de se perdre, il est bien réel. Mais il n'y a rien de surnaturel là-dedans. C'est juste qu'on est désorienté. Exactement. Le paysage est très uniforme, une mer d'arbres sur de la lave. Il n'y a quasiment aucun point de repère. Un arbre ressemble à un autre. C'est très facile de perdre son sens de l'orientation. Donc ce n'est pas une force maléfique, c'est juste la faillibilité de notre cerveau. Et ça alimente l'imagination. Ce qui m'amène à cette autre légende, celle d'un village caché, le fameux Jukaimura. D'où ça sort, ça?
Alors, cette légende, elle a une origine très concrète. Elle date du milieu des années 2000, avec une image satellite qui a circulé sur Internet. Une image. Oui, une image assez troublante. On y voyait un lotissement, des maisons, avec des formes très rectangulaires, très artificielles, qui semblaient posées au milieu de nulle part, en pleine forêt. Ah oui, ça a dû enflammer les forums, ça. Clairement, un village secret, isolé de tout, la légende était née. Et la réalité derrière cette image? La réalité, c'est un village qui existe bien, le Shoji Minshukumura. Mais son histoire est profondément tragique. C'est-à-dire, En 1966, un typhon a provoqué un glissement de terrain qui a complètement anéanti le village d'origine de ses habitants, un village qui s'appelait Nenba. oh non. Les survivants ont été relocalisés dans ce nouveau village, donc ce n'est pas un village maudit, c'est un village de rescapés. Et l'image satellite qui donnait l'impression qu'il était isolé? On a effacé le contexte pour créer une légende. La vraie histoire, une tragédie humaine, a été remplacée par un mythe d'Internet. C'est glaçant. Alors, si ces grands mythes sont démontables, la question reste entière. Comment cette forêt a-t-elle acquis une réputation si sombre? Ça a bien dû commencer quelque part. Absolument. Et toutes les sources s'accordent sur un point de bascule, un événement culturel précis. Lequel? C'est la publication en 1959 d'un roman de l'auteur très célèbre, Matsumoto Seicho, qui s'appelle Naminoto. La Tour des Vagues. Un seul roman a pu avoir un tel impact? Oui, c'est un drame romantique. L'héroïne, désespérée par un amour impossible, choisit de mettre fin à ses jours en allant se perdre dans Aokigara. Et le livre a eu beaucoup de succès, j'imagine. Un succès phénoménal, adapté en film, en série. Et ça a popularisé cette image d'Aokigara comme un lieu beau mais triste, un dernier refuge. Ça a créé une sorte de romantisme macabre qui n'existait pas avant. La forêt est devenue une destination littéraire pour le désespoir. C'est exactement ça. Et j'imagine que les médias, après, se sont engouffrés dans la brèche. Bien sûr. Dans les années 70 et 80, des émissions de télé ont commencé à filmer les recherches annuelles de corps. Elles ont transformé une tragédie humaine en spectacle. Du sensationnalisme. Totalement. Et puis dans les années 90, il y a eu le fameux manuel complet du suicide qui a cité la forêt. Ça a fini de cimenter cette image morbide. Face à cette stigmatisation, est-ce que les autorités locales ont réagi? Est-ce qu'elles font quelque chose? Oui, mais c'est un point crucial. Elles ont mis en place un projet de prévention très concret, le Aokigara Fureai Koekake Jigyo. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des patrouilles, 2 équipes de 2 personnes, qui sillonnent les abords de la forêt 365 jours par an. Et leur mission, c'est quoi? Leur mission, c'est d'engager la conversation, très doucement, avec les personnes qui semblent en détresse, celles qui sont seules, pas équipées pour une randonnée. Et ça fonctionne. On a des chiffres? Oui, et ils sont éloquents. Entre 2012 et 2020, ils ont approché plus de 2300 personnes. Et sur ce total, plus de 500 ont été prises en charge, mises en sécurité. Plus de 500 vies potentiellement sauvées. C'est une réponse très humaine. Mais cette réputation, elle a largement dépassé le Japon. À l'international, on dit juste la Suicide Forest. Complètement. Et il y a eu un événement qui a vraiment cristallisé ça de la pire des manières. Fin 2017, le youtubeur américain Logan Paul. Ah oui, cette histoire. Il a posté une vidéo où il se filmait en train de découvrir le corps d'une victime. Ça a provoqué un scandale mondial et à juste titre. Ça a montré une vision de la forêt comme un simple décor pour faire du buzz. Exactement. Un parc d'attractions macabre pour faire des vues. Le manque de respect le plus total. Et le cinéma n'a pas aidé non plus, avec des films hollywoodiens qui ont renforcé les stéréotypes. Oui, des films comme The Sea of Trees ou le film d'horreur Jukai. Il s'appuie sur l'image de la forêt hantée et la diffuse à un public mondial. Ça ancre encore plus les clichés. Et on voit les conséquences directes sur le type de tourisme. On parle de tourisme sombre. C'est ça. Beaucoup de touristes étrangers viennent chercher le frisson. On lit des commentaires sur des sites de voyage, c'est révélateur. Un visiteur disait qu'il espérait ressentir la tristesse du lieu. Ils viennent consommer la tragédie des autres. En quelque sorte, ils ne viennent pas pour la géologie, mais pour l'aura de mort qui a été construite autour. On se retrouve donc avec cette dualité. D'un côté, un écosystème incroyable, un monument naturel. De l'autre, un récit sombre, presque entièrement créé par l'homme. Il faut d'ailleurs rappeler que c'est un parc protégé, avec des règles. Oui, il faut rester sur les sentiers, ne rien prélever, ne pas faire de feu. C'est un lieu vivant qu'il faut respecter. Et comment on peut changer cette perception stigmatisée? Une des solutions les plus efficaces, ce sont les écotours guidés. Quand un guide local explique la géologie, la vie de la forêt, les gens ne voient plus la forêt de la mort. Ils découvrent la forêt de la vie. C'est ça.
Les témoignages montrent qu'ils repartent avec une image complètement transformée. L'éducation, c'est la meilleure arme contre le mythe. Remplacer le récit fictif par le récit réel, c'est la meilleure façon de rendre sa dignité à ce lieu. Et pour finir sur une note de réflexion, les sources évoquent un dernier mystère, un vrai cette fois. Ah, Il existe au cœur de la forêt un mur de pierre de 2 km de long, un sécurui, d'origine humaine, mais mais c'est une énigme totale. un vrai mystère. Oui, et c'est un rappel que même dans un lieu qu'on croit connaître à travers ses légendes, de vrais mystères tangibles, historiques attendent encore. Et cela, on peut les aborder non pas avec peur, mais avec une immense curiosité.